Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est pas une heure très facile pour attirer le monde, 13 heures. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le ventre qui gargouille ou qui sont en digestion, donc c'est pas forcément la meilleure heure. En tout cas, on est ravis tous les quatre d'être ici pour une petite heure, donc une petite heure autour de ce thème que vous pouvez lire en haut, l'alliance de la RSE et de la communication comme clé de réussite. Je pense que les plus avertis ont remarqué que nous étions que 4 et que derrière nous, il y a 5 photos. C'est parce que Laure Castagnino a dû décommander car elle avait des impératifs par ailleurs. Donc voilà, nous serons tous les 4 pour cette heure. Pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, donc il va y avoir 45-50 minutes de discussion autour de ce sujet de la communication responsable, de la communication et de la RSE. Et après, vous pouvez réfléchir pendant ces 50 minutes à des questions, puisqu'il y aura une dizaine, voire une quinzaine de minutes pour poser toutes vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête à nos 3 intervenantes à la fin. Je vais pas parler très longtemps de moi, mais je suis Théo Népivoda, journaliste chez Care News. Care News, je ne sais pas si les personnes dans la salle connaissent forcément. C'est un média qui traite d'engagement. Donc quand on parle d'engagement, on parle de RSE. C'est pour ça qu'on est ici à ProDurable. On parle également d'économie sociale et solidaire. On parle d'engagement citoyen, on parle d'environnement, etc. Et donc on peut retrouver nos articles sur notre site web carenews.com. Donc pendant cette heure, on va essayer de vous montrer que RSE et communication peuvent faire bon ménage et même, plus que ça, qu'ils peuvent être compatibles au sein de l'entreprise, notamment poussés par de la réglementation, des envies nouvelles des consommateurs, etc. On va y revenir. Je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde. J'imagine que dans la salle, certaines personnes peuvent penser que effectivement communication et sobriété sont pas forcément compatibles, que ces termes ne peuvent pas forcément être mis l'un à côté de l'autre, mais on est là pour vous convaincre. On est ici pour essayer de vous convaincre. Petit est-ce qui pense justement que communication et sobriété, publicité et sobriété peuvent être compatibles dans la salle? Est-ce qu'on est sur du 50-50? Non, j'ai l'impression. Donc on a une... Il y a un débat. Il y a un débat, il y a une petite moitié de la salle à convaincre. En tout cas, le parti pris de cette table ronde, c'est effectivement d'essayer de montrer que dans un monde idéal, les deux sont compatibles et qu'il y a des choses qui se passent en la matière et qui prouvent à leur échelle que c'est possible de mettre ensemble RSE et communication. On va le dire d'entrée, et je pense que mes 3 intervenantes sont d'accord avec ça. On n'est pas là pour dire on a tout réussi, on est les meilleurs, on a une solution toute faite à apporter, parce que c'est pas le cas. On est bien sûr, je pense qu'on le répétera au long de cette table ronde, mais on est au début dans le long cheminement. Mais on est là plutôt pour faire un retour d'expérience, proposer un retour d'expérience sur ce qui marche, peut-être avec sincérité, sur ce qui marche peut-être un peu moins bien. En tout cas, je vous fais confiance à toutes les 3 pour faire preuve de sincérité. Je vais vous présenter dans un premier temps, donc à côté de moi, Elodie Bernardi, bienvenue, directrice RSE et développement durable de L'Oréal. Je ne sais pas si c'est de L'Oréal France. Je ne sais pas si c'est forcément nécessaire de présenter L'Oréal, mais en tout cas, leader mondial de la cosmétique, si je ne me trompe pas. Cécile Ribourg, tout au fond, donc directrice de la communication du groupe Maïf, l'assureur militant, une mutuelle donc, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc entreprise, on peut le dire, peut-être engagée par nature. Et donc au milieu, Mylène Marchat, directrice communication et RSE pour eMedia Center. eMedia Center, une régie publicitaire qui propose des activations publicitaires et des contenus médias dans tous les lieux de vie. On parle en fait d'écrans publicitaires qui sont présents notamment dans les supermarchés, dans les galeries commerciales, etc. Et il me semble que c'est 3200 écrans publicitaires. Exactement. Je suis trop fort. Et donc, j'ai commencé, parce qu'il n'y a que moi qui ai parlé pour l'instant, à parler du contexte. On va revenir sur ce contexte-là. Mylène Marchat, vous avez sorti avec eMedia Center la 3e édition de votre étude Sustainable Brands.
qui montre que 74% des Français jugent que la communication sur l'engagement des marques peut contribuer de manière positive à la société. Ça, c'est pour le tableau général, mais d'après votre étude, qu'est-ce que les Français, les consommateurs français attendent des entreprises en matière de communication responsable ? Alors merci Théo, bonjour à tous. Un petit point avant sur Sustainable Brands. Donc effectivement, c'est la 3e édition. C'est une étude qu'on a lancée, qu'on a initiée en 2020 dans le but d'étudier les attitudes et les habitudes de consommation des Français. Et il faut dire qu'en 2020, on a eu une crise sanitaire conjuguée à une crise économique qui nous a fait dire que les Français faisaient attention beaucoup plus à ce qu'ils consommaient. Et cette dimension de responsabilité, alors elle n'était pas nouvelle, mais il y avait beaucoup d'acteurs qui s'engageaient et on s'est dit ça peut être un angle, alors avec toute l'humilité qu'on en a, bien évidemment, à aborder. Et cette édition 2024, la grande idée, elle nous dit quoi ? Elle nous dit il faut faire mieux. Alors, il y a 2 axes. Il faut faire mieux sur l'engagement des marques. Parce qu'aujourd'hui, une marque responsable, cette étude, elle nous dit que c'est une marque qui est transparente. Et c'est transparence dans quoi ? C'est transparence dans l'origine du produit. Est-ce que c'est un made in France ? Est-ce que c'est local ? Est-ce que c'est une entreprise qui soutient ses salariés ? Est-ce que ça lutte contre le gaspillage ? Est-ce qu'il y a des engagements environnementaux particuliers ? Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, dans cette proportion, on a une catégorie, les 18-34 ans, qui pour eux se disent « Ok, la transparence, c'est un peu la base. Maintenant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est des critères de diversité, d'inclusion, de parité dans le recrutement et aussi est-ce que la marque, elle s'engage en soutien de grandes causes. » Et donc là, on a une génération en fait, qui est aussi un cran au-dessus versus, on va dire, les Français de manière générale, parce que ça a une intention qui est beaucoup plus spécifique et sur des engagements sociaux. Et le deuxième axe de se faire mieux, ça va être faire mieux dans la manière dont on va raconter. Parce qu'aujourd'hui, il y a 78%, l'extension c'est énorme, qui nous disent bah oui, le caractère responsable d'une marque, bah moi, oui, ça va avoir un impact au moment où je vais acheter mon produit. Mais dans un même temps, ils nous disent à 71%, mais en fait, une marque responsable, je ne sais pas comment la reconnaître, c'est hyper compliqué. Et ils nous disent aussi que, en fait, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un discours de preuve. Parce qu'en fait, ce discours de preuve, il est attendu, mais il est aussi nécessaire. Aujourd'hui, l'information, elle est relativement facile à trouver. Donc, en fait, il faut que tout soit vérifiable. Et ce qu'on demande à une marque, c'est qu'en fait, elle soit très transparente. Aujourd'hui, un consommateur, il a évolué. Il est capable d'entendre des échecs d'une marque, des difficultés. Mais en fait, il n'y a qu'une chose, c'est ce contrat un petit peu de transparence qu'il faut respecter entre la marque et le conso. Donc on l'a compris, un contexte dans lequel les consommateurs poussent les marques à cette communication responsable. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs à évoquer, peut-être le facteur réglementaire, l'interne, les parties prenantes. Élodie Bernadi, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même, malgré tout, continuer de faire de la communication non responsable, ou est-ce que le contexte fait qu'on est obligé de s'y mettre ? La réponse est non. On ne peut pas continuer à faire de la communication non responsable. Non, mais déjà, je pense que effectivement, derrière ce mot responsable, il y a quelque chose de très important. Et nous, c'est notre démarche en fait chez L'Oréal, c'est de prendre conscience effectivement de notre responsabilité en tant que leader de la beauté et en tant que grand annonceur. On a un impact. On est plutôt relativement bien diffusé, profondément diffusé aussi en France. On fait du plurimédia, enfin, on touche vraiment toute typologie de population parce qu'on a un très grand portefeuille de marques chez L'Oréal, donc qui touche vraiment toutes les cibles et tous les désirs de beauté. Donc il y a d'abord ce sujet de la responsabilité, et puis ensuite, il y a aussi quelque chose qui s'est passé quand même ces dernières années, notamment suite à la Convention citoyenne pour le climat, où la pub a quand même été beaucoup montrée du doigt. Et où il a fallu qu'on réagisse en fait, parce qu'effectivement, il était nécessaire qu'on montre qu'on est bien en train de nous transformer, qu'on a bien pris conscience du sujet. Et il y a notamment dans la loi climat et résilience la volonté des pouvoirs publics que les grands annonceurs s'engagent autour d'un contrat climat.
Certains secteurs y étaient obligés, d'autres, c'était sur la base du volontarisme. Et nous avons fait partie des annonceurs qui, volontairement, nous sommes engagés autour d'un contrat climat parce qu'on a effectivement conscience de notre responsabilité et on a conscience de ce sujet, de ce besoin de preuve et de ce besoin d'engagement. Donc on a des engagements sur le poids d'investissement média qu'on va mettre derrière des produits éco-conçus. On a des engagements sur même le sujet des nouveaux récits, de promouvoir dans nos récits publicitaires des comportements plus durables, au-delà même du produit lui-même. Donc je dirais, c'est pour répondre vraiment à votre question, c'est d'abord une prise de conscience interne de notre responsabilité. Ensuite, effectivement, d'avoir compris que attention, la pub était peut-être en train, en tout cas les pouvoirs publics avaient le sentiment que la pub prenait un mauvais virage alors que non. Vraiment, la filière est en train de se transformer. Donc comment on le prouve? Voilà. Peut-être la même question sur ce contexte. Est-ce que vu le contexte, la pression des consommateurs réglementaires, est-ce qu'on peut toujours faire de la communication non responsable ? Ça me semble aussi très compliqué. Hein. On est soumis, alors nous aussi, on a signé le contrat climat, etc. Et en fait, j'ai envie de dire, à la Maïf, il y a ce sujet de responsabilité qui irrigue tous les métiers, ancré depuis très très longtemps. Le passage à société à mission nous oblige aussi. Hein, la communication est une direction métier comme les autres, donc on est aussi soumis avec une feuille de route et des engagements qui nous permettent d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans nos statuts. Donc on a à la fois le poids du réglementaire, hein, la CSRD, etc., tout ce qui arrive. On a la pression, alors évidemment, de l'ensemble du secteur, et puis celle qu'on va chercher à nous aussi en fait à exercer pour voir les leviers dont on dispose pour aller plus loin sur chacune de nos activités. Alors, il y a la publicité, mais quand on est de la communication aussi, il y a plein d'autres pans. Voilà. Et puis, les autorités de contrôle jouent un rôle aussi quand même important. Je vais prendre un exemple. Hein. Nous, quand on sort des pubs, notre autorité de contrôle, c'est la RPP. La dernière fois, on avait été retoqué parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot abeille. Ni le mot nature, par exemple. Donc, pourquoi ça ? Parce qu'on ne pouvait pas faire la démonstration qu'on avait X% de nos fonds qui étaient destinés très précisément à financer des ruches, etc. etc., etc. Donc c'est très, très surveillé et très encadré. Et du coup, essayons maintenant de comprendre comment vous fonctionnez en interne donc pour communiquer sur les engagements RSE de responsabilité sociétale des entreprises. Comment vous faites pour essayer de communiquer sur ces engagements de la manière la plus sincère possible, proche de la réalité pour éviter d'être taxé de greenwashing, social washing et tous les washing qu'on connaît? Comment on fait ? Alors le premier point, et en fait il ne dépend pas de la direction de la communication, c'est qu'il faut que l'entreprise ait pris des engagements, mais que ces engagements ils soient réels et ils soient traduits en actions concrètes. Et donc dans ce cadre-là, le rôle des communicants, ça va être d'être garant de cette réalité et de pouvoir tenir une ligne face à... Alors souvent, hein, on a un enthousiasme débordant d'équipes projets qui lancent des projets justement et qui trouvent ça formidable, mais en fait tant qu'on n'a pas d'action concrète, ça reste de la déclaration d'intention. Donc ce rôle de garde-fou, en tout cas de garant de ce qui va sortir à l'extérieur, c'est vraiment ça, pour moi, c'est le premier point. Et puis effectivement, ensuite, on a une adaptation. Hein, à l'époque, on évoquait la crise climatique, les sujets d'inclusion, de diversité. Là aussi, hein, le temps où on déclamait les politiques RSE de l'entreprise est largement terminé. Je vais vous prendre un exemple. Donc, en 2023, la Maïf a créé le dividende écologique, savoir le fait qu'on reverse 10% de notre résultat sur des actions de régénération de la biodiversité. En soi, c'est bien, mais notre objectif, c'est de communiquer concrètement sur les projets qui vont avoir lieu dans les territoires. On va aller raconter comment on replante des herbiers de Posidonie dans la Méditerranée, des sujets de remembrement, parce qu'au final, la seule action qui vale, c'est ce qui se passe concrètement et la mesure de l'impact qu'on peut avoir. Et je valide qu'en tant que journaliste, on nous propose régulièrement de venir sur le terrain pour voir comment ça se passe concrètement, quelles sont les applications de ce dividende sociétal. C'est très intéressant ce que vous disiez, que pour effectivement pouvoir s'engager dans la communication responsable, il faut avant tout que l'entreprise soit elle-même responsable. Je pense que c'était important de dire cela dans un premier temps. Élodie Bernadi, sur ce rôle du communicant comme garde-fou de l'entreprise, quel est votre regard en tant que justement directrice RSE ?
Alors, le communicant, c'est pas forcément le garde-fou. Le garde-fou, ça va être plutôt toutes nos équipes réglementaires, légales, qui, elles, effectivement, sont le garde-fou de tout ce qui va sortir de chez L'Oréal. Il y a aussi évidemment le rôle de la RPP, et Cécile l'évoquait, qui est extrêmement important pour nous et qui est de plus en plus challengeant. Et franchement, c'est hyper bien parce que ça donne lieu à de bons échanges et avec justement nos communicants au sens large, c'est-à-dire nos équipes com, nos équipes marketing, pour que justement eux-mêmes puissent aller vraiment puiser au plus profond de la transparence, du devoir de preuve, le bon KPI, le bon claim environnemental, etc. Donc ça, c'est vraiment les garde-fous. Après, pour moi, ce qu'on doit opérer, c'est vraiment un changement culturel dans nos métiers de la com. Donc que ce soit dans les directions de la com ou dans les directions marketing, qui nous sont souvent quand même les populations à la manœuvre de notre activité publicitaire au sens large. Et là, effectivement, on est, pour être très honnête avec vous, au début de l'aventure. C'est effectivement comment on va apprendre à nos chefs de produits, nos chefs de marque, nos DG, à avoir du recul sur les lancements qu'ils font, sur la manière dont ils vont les raconter, et comment passer un peu de l'ère de la réclame à l'ère de la pédagogie. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a évidemment un travail sur le message publicitaire, mais il y a un travail sur les médias eux-mêmes. C'est-à-dire dans le choix, dans le planning stratégique, c'est pas dans un spot de 15 secondes qu'on va pouvoir expliquer de quelle manière on a éco-conçu une recharge, un shampoing, un parfum, etc. Quelles sont les alternatives du coup? Les alternatives, c'est des médias qui ont le temps du contenu, qui ont le temps de la preuve. Donc effectivement, c'est bon. Alors en ça, effectivement, le digital est un bon outil, mais la presse. On aime beaucoup la presse, notamment nous, sur toutes nos actions en matière de communication corporate. Quand on veut raconter comment on travaille sur l'éco-conception de notre outil industriel, quand on veut raconter toutes nos actions effectivement sur l'emballage durable, bah, ça prend du temps et c'est encore mieux quand on le fait sur une double page d'un chouette magazine, quoi. Ça, c'est pas possible de le faire en pub. Donc c'est pour ça que vous avez raison de parler de communication, parce qu'il faut effectivement que nos équipes marketing, elles aient le réflexe de comment elles vont raconter, comment elles vont transmettre le message, mais par quels médias elles vont le faire. Et c'est vrai que ça rebat un peu les cartes du tout réseaux sociaux, ça rebat aussi les cartes de ce qu'on attend de l'influence aussi. Et ça, c'est aussi une grande réflexion qu'on a chez L'Oréal. Donc pour moi, effectivement, changement culturel de nos populations et comment, effectivement, on va les inciter, encore une fois, à faire des choix un peu audacieux en termes d'investissement média sur des produits éco-conçus, mais aussi sur nos causes de marque. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'enjeu planète, mais il y a aussi l'enjeu social et sociétal. Comment nos marques peuvent contribuer au monde, comment nos marques arrivent à peut-être contribuer au lien social. Et ça aussi, c'est un grand chantier qui s'ouvre chez L'Oréal et qui est passionnant. De ce que je comprends, il y a l'idée que la publicité peut contribuer à créer de nouveaux imaginaires. On parle beaucoup en ce moment de nouveaux imaginaires. J'imagine que c'est des réflexions que vous avez, qu'on peut en même temps vendre du fond de teint, du blush, je m'y connais pas trop, en maquillage, et en même temps promouvoir de nouveaux imaginaires. Non, mais on le sait, effectivement, la com, c'est très puissant. Ça fait depuis l'après-guerre et je dirais l'apogée des années 80 où on voit bien que la pub, elle fait changer des comportements. En fait. Elle crée des nouveaux besoins, elle crée des nouveaux gestes, elle crée des nouveaux marchés, etc. Donc, on sait qu'elle est capable de faire changer les usages. Elle est capable, effectivement, de convaincre le consommateur final. Donc, l'idée, c'est de se dire, utilisons-la justement pour ce bien commun qui est la transformation de nos usages, de nos modes de consommation et de nos comportements. Mylène Marchas, j'imagine que vous êtes d'accord en tant que représentante d'une régie publicitaire avec ce qui vient d'être dit sur le rôle que peut avoir la communication, la publicité sur la société. Comment, justement, en tant que régie publicitaire, vous vous engagez chez eMedia Center pour faire plus que de la réclame, comme on disait, pour faire plus que de la publicité? Ouais, alors comme Élodie l'a dit, non, la publicité elle prend pas le mauvais virage et bien évidemment que nous on est persuadés que c'est des canaux, la pub et la communication c'est des canaux formidables pour pousser des bons messages et en tant que régie c'est un travail
tout un écosystème, hein, vous l'aurez bien compris. Ça va des marques aux médias et à tout ce qui l'entoure. Mais l'idée étant de dire que, oui, nous aussi, on a un rôle à jouer et que dans notre rôle, c'est aussi de diffuser des messages utiles et positifs. Et cette année, on a opéré un changement d'identité dont la signature principale est The Impact Network. Donc, quand on a dit ça, je vous laisse imaginer où on place l'impact au sein de la société. Et ça rejoint ce que Cécile disait, si la société n'est pas engagée, tout ce qui va découler derrière ne sert à rien. Quand on parle de Impact Network, on le voit sur un modèle qui concilie impact business et impact positif pour les lieux, les marques et les consommateurs. Bon, je m'explique. Quand on parle de lieux, parce que donc Théo l'a dit tout à l'heure, on est une régie, mais pas seulement, mais on est implanté effectivement principalement dans les galeries, les hypermarchés, les supermarchés. Et donc, en fait, on apporte une valorisation, une dynamisation du lieu de vie. Pour les marques, en fait, on va leur apporter l'interaction avec les consommateurs, se rapprocher au plus près des consommateurs. Ça peut être tant du haut de funnel comme du bas de funnel sur de la notoriété, de la fidélisation, de la conversion et du ROI. Et pour les consommateurs, c'est qu'on prend notre responsabilité aussi à avoir des contenus qui soient plus utiles. Et l'impact, j'en reparlerai tout à l'heure, mais l'impact, forcément, quand on entend impact, on entend aussi pour la planète, parce qu'en tant qu'entreprise, l'idée est de se dire, on va essayer de réduire nos mythes pour une communication qui est responsable, donc autant faire tous les efforts pour réduire au maximum notre empreinte. Je vais donner notamment un exemple très particulier sur ce qu'on fait quand je parlais de contenu utile. On a un maillage aujourd'hui qui est sur tout le territoire français. Tu parlais de profondeur tout à l'heure. C'est hyper important. Quand vous touchez 35% de la population, c'est 22 millions de visiteurs par mois. Oui, la marque, elle a une responsabilité, mais nous aussi, en fait, on ne peut pas être considéré comme de simples diffuseurs, de passeurs de messages. Cette époque-là, elle est révolue. Et j'ai envie de dire, utilisons nos erreurs d'hier en solution de demain. La pub, ça ment, ça pollue, ça pousse à la surconsommation. Ouais, mais en fait, la pub, c'est aussi un moteur de changement. Parce qu'on a aussi une part de voix à avoir. Et nous, dans cette optique-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer nos propres contenus éditoriaux. Donc, on a une ligne éditoriale. Aujourd'hui, on va défendre 4 thématiques autour du mieux manger, du bouger, c'est gagner, de l'infusion culture et engager pour ma planète, où en fait, ça va être simple. C'est tout simplement des petits conseils pour aiguiller et aussi informer les consommateurs et les visiteurs des centres. Donc ça peut être, on est au mois d'octobre, quels sont les fruits et les légumes du mois d'octobre? Ça peut être un petit conseil, saviez-vous que l'eau non salée des pâtes peut être utilisée pour arroser vos plantes? Est-ce que vous savez que pour se maintenir en forme, il faut bouger? On vous montre un petit exercice que vous pouvez facilement refaire à la maison. Donc, il y a cette partie de contenu qu'on crée nous, parce qu'on a aussi un studio, mais on a aussi une autre partie qui est ultra importante pour nous, qui est de la part de visibilité qu'on va donner à des associations, à des ONG, à des causes. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des très grandes comme des beaucoup plus petites. Ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être ONU Femmes France, France Alzheimer, Coucou Nous Voilou, enfin bref. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, on a des structures qui n'ont pas forcément les moyens ou les ressources, mais qui pourtant ont des super messages à faire passer. Et nous, on a une disponibilité, entre guillemets, qu'on veut leur mettre à disposition parce que ça va leur permettre aussi d'ouvrir leur message peut-être à des cercles que eux, dans leur com, ils n'auraient pas pu toucher. Donc, aujourd'hui, on a un objectif qui est clair quand on parle d'impact, c'est d'ici 2030, l'idée c'est de dédier 50% de notre temps de diffusion des écrans publicitaires à des contenus non publicitaires.
Donc, c'est-à-dire... Et aujourd'hui, vous en êtes à combien peut-être pour... Là, on est à peu près à 15% sur de l'association, donc on a encore de la marge. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais voilà, quand on reste une entreprise avec un objectif d'être économiquement viable, mais là, on annonce clairement que en 2030, il y a 50% du temps sur lequel on ne va pas toucher d'argent. Et on en est tout à fait convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est un cercle vertueux, parce que c'est influencer les marques, parce que c'est influencer les consommateurs et que tous ensemble, on va se pousser vers une dynamique beaucoup plus positive et responsable. Cécile Ribourg, moi j'ai en tête une campagne récente de la Maïf qui vante les pièces automobiles de seconde main. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu cette campagne. Donc cette idée de faire évoluer les façons de consommer, faire évoluer les imaginaires, c'est quelque chose qui est présent au sein de votre direction de la communication et au sein de la Maïf. Oui, on l'a évoqué. En fait, quand l'entreprise parle de ses engagements, l'objectif, c'est pas de faire une démonstration de force et d'expliquer à quel point on est les meilleurs du monde. En fait, ça serait contre-productif. Au niveau de l'entreprise, montrer qu'il y a des solutions qui existent. Voilà. Et nous, l'enjeu, c'est de se dire, finalement, dans tout ce qu'on va proposer, on propose à nos sociétaires, donc à nos clients, finalement, de participer, s'ils le souhaitent, à l'intérieur même des garanties. C'est-à-dire comment est-ce que le produit... Et donc, l'activation de certaines garanties peut permettre à un sociétaire aussi d'avoir un impact positif sur la société. Donc, vous évoquiez le sujet des pièces recyclées pour la réparation automobile. On se parle de carrosserie, hein, pour ceux qui ont eu un petit coup de chaud. Exactement. Ça veut dire aussi que dans tout ce qui relève de l'assurance habitation, ce qu'on va d'abord mettre en avant, c'est la réparation plutôt que le rachat à neuf. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ça rejoint des considérations économiques aussi, j'ai pas forcément les moyens de me racheter un téléphone à 1 000 €, donc on va proposer d'abord une solution de réparation. Ça vaut aussi notamment pour toute l'offre vers les petites entreprises, où on va proposer un tarif avantageux si l'entreprise a un label RSE, mais ça s'accompagne forcément d'une offre aussi d'accompagnement pour s'améliorer. Ce qui n'est pas forcément non plus à porter de toutes les petites entreprises. Nous, c'est un peu plus facile, on est des entreprises de grande taille, mais tout ce qui est TPE, le chemin peut être plus compliqué et beaucoup plus coûteux aussi. Et j'imagine que je ne confonds pas avec une autre marque qui a à peu près le même nom, mais il y a aussi des spots publicitaires plus à visée sociétale sur le harcèlement notamment. C'est bien la Maïf qui s'engage sur ce type de sujet. Alors je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais effectivement, on a des sujets sociétaux. Elodie l'évoquait, en fait, par exemple sur le harcèlement, on veut aussi aller chercher des influenceurs. C'est pas forcément que de la publicité dans le sens achat média. On l'a vu, le mix média est hyper important dans le poids que ça pèse en termes de bilan carbone. Les influenceurs, on va aller chercher. On a cherché des enseignants en fait qui sont à nos côtés sur ces sujets de harcèlement. Bon, Maïf, c'est assez simple aussi. On vient du monde de l'éducation, donc c'est des sujets qui sont fondamentaux parce que harcèlement dit discrimination et on va aller chercher ça directement déjà dans les écoles primaires. Ça commence relativement tôt, donc c'est des sujets sur lesquels on va s'exprimer aussi parce que c'est une préoccupation sociétale hyper forte. On a des parents en face, on a des enfants, il faut s'en occuper. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on est peut-être mieux placé pour communiquer, des causes sur lesquelles on est plus légitime, Élodie Bernadi ? Oui, alors nous, effectivement, la plupart de nos grandes marques portent une cause sociétale. Et effectivement, on essaye de faire en sorte que ce soit cohérent quand même avec l'identité de la marque. Donc, on parlait de harcèlement de rue, nous aussi, sur la marque L'Oréal Paris, qui est du côté des femmes depuis de nombreuses années, parce qu'elles le valent bien, parce que nous le valons bien, parce que vous le valez bien. Et donc, on est partenaire d'un programme de formation pour lutter contre le harcèlement de rue qui s'appelle Stand Up, qui, en gros, on s'engage en fait à former le plus de monde possible sur comment réagir si vous voyez une femme en situation, en train de vivre un harcèlement, que ce soit dans les transports en commun, dans un bar, dans la rue, etc.
C'est un programme qui a énormément de succès. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que L'Oréal Paris étant très légitime en fait, sur ce terrain-là, ce sont des campagnes qui ont de très très belles performances et qui aussi génèrent un vrai échange avec la marque. En fait. Donc en plus, ça incarne vraiment pleinement L'Oréal Paris. Ça l'humanise, ça génère beaucoup de proximité. Donc c'est franchement vertueux pour tout le monde. Et par ailleurs, c'est vraiment la promotion d'un outil qui est hyper intéressant, hyper efficace. Et je vous recommande tous, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Stand Up pour faire le programme en ligne. Franchement, c'est édifiant, comme parfois des petits réflexes simples peuvent permettre d'aider vraiment une femme dans une situation très difficile. Je peux vous raconter aussi, je peux vous parler d'une autre cause de marque aussi qu'on aime vraiment beaucoup chez L'Oréal, qui est portée par la marque La Roche-Posay, qui accompagne des femmes dans des parcours de lutte contre le cancer, parce que nous avons des protocoles de soins avec les produits de La Roche-Posay qui ont été pensés justement pour aider les femmes quand elles sont pendant, par exemple, des parcours de chimio ou des parcours de radio qui ont un effet direct sur la qualité de la peau. Et ça, on a même des publications scientifiques, des symposiums, on est accompagné par de nombreux dermatos et des oncologues. Et donc, effectivement, c'est pareil. Comment La Roche-Posay va pouvoir mettre à disposition ces ateliers sur comment prendre soin de sa peau quand on est dans ce parcours de lutte contre le cancer, comment on peut se maquiller aussi également. Et là, je peux vous assurer qu'on change vraiment la vie des femmes dans ces moments qui sont extrêmement difficiles, où effectivement, on est en situation de grande vulnérabilité, on a la peau abîmée, on a le teint gris ou jaune, etc. Voilà, avoir des soins appropriés et une marque qui porte ce sujet auprès du personnel médical, ça change complètement en fait le rôle de cette marque dans la société. En fait. Là, d'un coup d'un seul, elle a un vrai supplément d'âme. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Mais je pense qu'on peut venir, si on veut avoir d'autres exemples, on peut venir à la fin de cette conférence discuter avec nous. Maintenant, ce qui va nous occuper, c'est la question de l'éco-production. Est-ce qu'il est possible, en produisant, en réalisant une campagne publicitaire, de moins émettre de CO2 qu'aujourd'hui? Est-ce que, je vais rester avec vous, Élodie Bernadi, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire une publicité avec des stars internationales qui va fonctionner auprès d'un grand public, tout en réfléchissant à émettre moins de CO2, à avoir ça en tête? Est-ce que c'est possible de concilier les deux, ou finalement c'est un vœu pieux? Alors, nous, c'est un sujet aussi qu'on défriche quand même pas mal depuis genre 2021-2022. Donc, c'est assez récent. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience quand même de la filière com assez récente que le média consomme de l'énergie et donc émet des gaz à effet de serre. Donc, déjà, le principe de base. Et donc, après, la réflexion, ça a été, mais alors, comment peut-on optimiser tout ça ? Et nous, on a eu cette réflexion vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'élaboration de nos pubs, en nous disant, effectivement, il y a la médiatisation et ça, faut qu'on y travaille, mais même, effectivement, une production peut être optimisée. Et donc, on est en train de mettre en place, effectivement, des process d'éco-production de nos grandes campagnes de com', en veillant effectivement au nombre de personnes qui se déplacent sur un tournage, en veillant au lieu du tournage, en étant sûr que le tournage est indispensable. Est-ce que je ne peux pas réutiliser des plans que j'ai par ailleurs, des plans texture, des pack shots? Est-ce que effectivement, Julia Roberts, on aime bien la re-shooter tous les ans, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle des shoots de texture peau, etc. Ça arrive déjà de réutiliser. Ça, c'est le reuse. Et c'est déjà des choses qu'on a expérimentées, notamment sur la marque Garnier, notamment sur des stock shots d'ingrédients, où là, effectivement, selon le zoom, le dézoom, l'angle qu'on choisit, on peut réutiliser en fait le même tournage, le même stylisme d'ingrédients, en lui donnant finalement, en donnant le sentiment que c'est assez différent. Il y a aussi effectivement le fait de calculer l'impact environnemental d'un tournage et donc de commencer à le piloter. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et ça, on s'appuie sur un outil qui s'appelle AdGreen, que vous connaissez certainement dans la salle, qui est très répandu au niveau mondial. Donc ça, c'est sur le début de la chaîne de valeur. Et effectivement, on l'évoquait au tout début, c'est l'impact direct des médias en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on est effectivement en train de tester des outils pour nous aider à les optimiser. Donc c'est facile. C'est possible sur le média digital. Il y a plein de manières d'optimiser des campagnes digitales. Il y a notamment la taille des assets qu'on va envoyer dans les tuyaux. Traditionnellement, on envoie souvent des assets de pub qui sont trop lourds, beaucoup, en tout cas qui ne nécessitent pas d'être si lourds pour être performants.
Il y a aussi le fait de caper l'audience sur des utilisateurs de Wi-Fi plutôt que de 4G ou de 5G. Il y a aussi des enjeux de planning, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher du reach sur des campagnes digitales plutôt à des moments où les serveurs sont moins sollicités, c'est-à-dire en dehors des heures de bureau. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres. Sur le reste des médias traditionnels, on débute, nous. On n'a pas le sentiment qu'il y ait énormément de leviers, puisque les leviers, en tout cas la consommation énergétique de ces médias réside en fait dans les régies. C'est elles qui choisissent l'énergie qu'elles vont utiliser pour fonctionner. Donc c'est le cas des grandes régies télé, des régies effectivement affichage, et puis de la presse étant déjà plutôt optimisée en France. Donc voilà, on sent que sur le digital, il y a vraiment des leviers. Sur le reste des médias, nous, on est en train de le découvrir. Oui, c'est pas chez vous en fait que ça se passe. C'est pas forcément nous qui avons la main pour l'optimiser, effectivement. Il n'y a pas de labellisation. Je sais que par exemple pour la fiction, enfin le cinéma, il y a des labellisations. Oui, bien sûr. Est-ce que ça existe pour la publicité? Non, alors. Enfin, ça faudrait que vous. C'est plutôt les régies qui ont cette info-là. Mais pour moi, il y a quand même aujourd'hui certains référentiels, notamment celui de l'ADEME, qui permet aux régies quand même de trouver certains écrans, d'élaborer des offres d'écran un peu green. Et qui derrière leur permet, elles, de renflouer certains fonds qui vont leur permettre d'investir sur des initiatives biodiversité ou des initiatives à impact au sens large. Mais nous, en tout cas, voilà, on est encore au début de cette aventure. C'est non seulement très complexe parce qu'il y a beaucoup de variables, et puis ça se joue à plein de niveaux différents de l'entreprise. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une population qui est clé, encore une fois, c'est le marketing chez nous, et que c'est aussi quelque chose qu'on doit faire en partenariat avec nos agences. Donc les agences de pub aussi sont clés dans tout ce travail, dans la capacité que les créatifs vont avoir à nous aider à optimiser nos productions, à optimiser nos scénarios, et puis comment aussi les boîtes de post-prod peuvent nous aider à être moins impactants, plus malins dans la manière dont on conçoit la pub de demain. Mylène Marchas, on va pas éviter cela. C'est vrai qu'il y a eu des critiques sur les panneaux publicitaires, notamment dans la presse. Comment vous faites chez eMedia Center des critiques sur les émissions de CO2 liées à ces panneaux publicitaires? Comment vous faites chez eMedia Center pour réduire cet impact et pour finalement peut-être être meilleur que d'autres supports de communication? Alors le premier step déjà, c'est mesurer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on mesure notre bilan carbone et effectivement, les résultats sont sans appel. C'est 75% de l'empreinte qui est en lien avec l'activité DOH, donc les écrans publicitaires. Mais je n'ai peut-être pas dit DOH, Digital Out of Home, pardon. Bon, une fois qu'on a dit ça, nous, sur nos écrans, effectivement, il y a plusieurs actions qu'on va pouvoir mener. Il y en a un qui est crucial. Alors, en toute transparence, aujourd'hui, si dans la salle, il y a un fournisseur d'écran français, faites-moi signe à la fin de cette conférence. Mais la production d'écran, on n'y est pas encore en France. Donc, c'est sûr que ça a un impact, c'est la grosse partie de l'impact. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, une fois qu'on a un écran, l'idée, ça va être de prolonger sa durée de vie. Il n'est pas question de changer tous les 3 ans d'écran parce que le centre a décidé de refaire la peinture. C'est hors de question. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, dans ces écrans, on va avoir ce qu'on appelle de la maintenance préventive, qui est très différent de la maintenance curative. Curative, vous avez un problème, j'envoie quelqu'un qui vient régler sur place. Même si, parfois, on a encore beaucoup de systèmes là à disposition qui se font à distance. On peut régler une grande partie des problèmes à distance, mais il y a encore où on a besoin de se déplacer. Alors que la préventive, en fait, c'est on va aller envoyer, nous, à différentes périodes, des personnes qui vont aller sur le terrain, qui vont aller vérifier si les écrans ils sont bien installés, si les vis ils sont bien mis, si la protection est toujours là. Peut-être qu'il y a une bande sur l'écran, il y a peut-être de la poussière. C'est toute cette maintenance, et donc il y en a une checklist, on a des photos, tout est consigné, parce que en fait, on sait qu'en prenant soin aussi de ce qu'on a, de ce patrimoine, on va arriver à prolonger la durée de vie. C'est ultra difficile, là, on essaye de sonder un peu tout le monde. Un écran, généralement, c'est aux alentours de 5 ans. En durée de vie, on arrive à monter facilement sur 7 ans.
quand on fait des implantations, on va toujours proposer aux retailers ou à la galerie un 55 pouces au lieu d'un 65 parce qu'on va lui expliquer que c'est 30% de moins d'empreinte. Et bien évidemment, on a aussi avec, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, le reuse. En fait, c'est tout un cercle. Nous aussi, avec les marques, on a aussi une approche où on va il y a des marques ou des assos aussi qui ne changent pas de spot d'une année à une autre. Donc en fait, nous, on essaye toujours de leur dire est-ce que c'est pas le même, sinon ça sert à rien de le renvoyer. On a aussi des tailles de format. Nous, c'est un fichier sans son, donc sur ça, c'est plus simple. Mais de se dire que donc il y a cet aspect-là et nous en fait on a voulu parce que c'est bien aussi de faire, mais à un moment il faut être aussi un peu reconnu. On a une association qui s'appelle le Club du Digital qui est très spécifique aux communicants sur écran, mais on a un petit label qui s'appelle le label Replay qui du moins, vous allez me dire ça vaut ce que ça vaut et c'est pas au niveau de l'ADEME, mais l'idée c'est qu'au moins on arrive à récompenser ou à mettre du moins en lumière les actions environnementales qui sont faites par ces acteurs qui sont pas vraiment considérés comme les meilleurs élèves sur l'empreinte carbone. Et bien évidemment, je parlais de l'écosystème parce que quand, par exemple, on est dans les galeries, on discute avec les galeries pour qu'ils soient, et ils travaillent de plus en plus. Nous, là, on a fait un état des lieux. Ils sont à peu près, il y a un peu plus de 85% de nos galeries qui sont en énergie verte. Avec Auchan, par exemple, on a les heures calmes. Demain, si vous allez chez Auchan entre 13h et 15h, vous allez voir, il y a une diminution de la luminosité, la diminution du bruit. Pour nos écrans, c'est moins 30% de rétroéclairage. Les totems. L'année dernière, on a trouvé un totem made in France. Ce n'était jamais arrivé, inimaginable il y a 3 ans. Parce qu'un écran, il y a plusieurs éléments. Et on travaille beaucoup avec les équipes. On a pas un studio, mais un local où, par exemple, l'année dernière, sur les maintenances, sur les tournées qu'on a pu faire, on a récupéré 113, je crois exactement, players, donc qui est en fait l'outil qui va permettre de diffuser la vidéo. Et en fait, on les a récupérés, on les a dépoussiérés, on les a réparés quand on a pu, et on a pu en réinjecter 83 dans le réseau. C'est-à-dire que ces 113 qui auraient pu aller direct à la poubelle, non, on a cherché des solutions et aussi à les réutiliser dans le réseau. Cécile Ribourg, est-ce que ça vous parle, cette notion d'éco-conception chez la Maïf ? Oui, alors, c'est vrai que nous, on n'a pas des questions de Julia Roberts ou de sujets de teint de peau, texture de peau. Donc, on pourrait se dire aussi, finalement, nous, on n'a pas de sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les pubs Maïf, ce sont des petits bonshommes bâtons. Donc voilà. Il y a peu d'émissions, effectivement. Alors, sur la partie... Elles sont déjà éco-conscientes. Sur la partie tournage, c'est sûr qu'on est plutôt bien placé. Par contre, ça ne nous empêche pas, effectivement, d'être, tu l'évoquais, dans les sujets de la mesure et donc dans un sujet d'amélioration continue. Donc, on va aller chercher sur des questions notamment de déplacement. Les équipes sont à Niort. Enfin, j'imagine que chez L'Oréal, les équipes sont partout, donc ça vaut aussi. Donc, en pré-prod, par exemple, il n'y a aucune réunion physique. Tout se fait à distance. Les castings voix, ça se fait par mail. Parce que finalement, les déplacements, c'est ça qui pesait quasiment le plus lourd au niveau de la pré-prod. Il y a aussi le fait qu'on ne fait pas de compétition pour les réalisateurs au stade de la pré-prod, parce que ça aussi, ça peut être assez coûteux. Voilà. Et puis au niveau de la prod, nous, on fait des animations 2D et 3D, donc ça reste très économe. Voilà. Les présentations se font à distance, et quand on a des enregistrements de voix off, on fait tout en même temps, groupé au sein des locaux de notre agence de pub. Parce que du coup, l'impact environnemental de nos prestataires, il est pris en compte aussi. Donc, on essaie aussi de les engager et voilà, de trouver des solutions pour qu'ils n'aient pas non plus à se déplacer. Et puis, la post-prod, on l'évoquait, on a très peu de couleurs, on a très peu de motion. Mais le point clé, ça reste la diffusion, évidemment. Donc là aussi, c'est le poids des fichiers, le fait que, tu l'évoquais, sur digital, on aille chercher... autant que faire se peut, tout ce qui est s'assurer que tout est skippable et activable seulement en Wi-Fi. Enfin, on travaille de très près avec toutes les régies. Et après, nous, il y a une autre dimension aussi. On parle d'éco-responsabilité ou de responsabilité. Il y a le sujet du contexte de diffusion. C'est-à-dire que nous, on a fait un énorme travail aussi avec nos régies pour s'assurer que nos publicités
ne vont pas être diffusés en proximité de contenus qui ne sont pas en accord fondamental avec nos valeurs. Je pense à des contenus qui pourraient inciter à la haine, voilà, ce type de sujet. Et ça, c'est un autre point qui, pour nous, est clé, au-delà uniquement du poids carbone. Et donc, si je comprends bien, pour conclure ces discussions sur l'éco-conception, toutes les deux, vous pouvez avoir une action pour réduire les émissions, mais finalement, tout se passe au niveau de la diffusion. C'est comme ça qu'on peut résumer. Oui. Votre action est quand même plutôt limitée en la matière. L'action, elle est limitée pour certains médias, mais en revanche, en digital, on a une réelle action, un vrai pouvoir d'optimisation. Et après, on est aussi en charge du mix. Et là, on peut avoir aussi un impact. Et aussi, on a un impact parce qu'on travaille main dans la main, effectivement, avec l'ensemble des régies pour avancer et pour trouver des solutions. Oui, c'est un écosystème, comme vous disiez tout à l'heure. Il nous reste peu de temps, donc je vais vous poser des questions plus rapides qui demandent peut-être des réponses plus rapides. Si vous deviez citer un bénéfice de cette communication responsable pour l'entreprise, pour vous-même, quel serait ce bénéfice, Élodie Bernadi ? Moi, je sais pas, je trouve qu'on ne réfléchit pas comme ça, en fait. C'est juste qu'on n'a pas le choix, quoi. Ma question n'est pas... Non, mais je comprends la question, mais en fait, on n'a pas le choix. Même s'il n'y a pas de bénéfice comme ça à court terme pour l'entreprise, pour être honnête, c'est quand même un tel changement culturel, un tel changement de la pratique de la com et du marketing chez nous. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y ait un réel bénéfice pour l'entreprise. En revanche, il faut qu'on le fasse. Il n'y a pas le choix. Peut-être de se montrer leader en la matière vis-à-vis des concurrents. Oui, mais ça, le consommateur final, il s'en fiche. Et nous, chez L'Oréal, c'est vraiment lui qui compte. Donc non, mais je dirais peut-être sur la partie sociétale, c'est effectivement de lui montrer que nos marques, elles ont une vraie raison d'être, en fait. Et qu'elles sont bien, comme on dit chez nous, elles sont bien dans leur rue, dans leur equity. Enfin, voilà, elles servent à quelque chose. Ça, je pense que c'est important. À quoi je sers, pourquoi je suis là. Mylène Marchas, sur cette question. Alors moi, un peu à l'inverse, du coup, parce que nous, on est plutôt B2B. Et nous, au contraire, c'est vraiment de la création de valeur. Ça va être pour nous différencier. Et nous, on a été une des premières régies à se positionner. Alors maintenant, tout le monde s'est positionné dessus. Et c'est très bien parce qu'on sait que tout le monde s'y est mis. Donc au contraire, c'est ultra positif. Mais pour nous, c'est un acte de différenciation. Et il y a de plus en plus aussi d'appels d'offres maintenant des marques qui se font sur des critères aussi d'engagement environnementaux, sociaux et sociétaux. Et puis, c'est la création de la valeur aussi pour un écosystème. Pour nous, c'est créer aussi de la valeur entre nous. Tout à l'heure, Élodie parlait de L'Oréal Paris avec Stand Up. Cette campagne, vous allez pouvoir la retrouver dans quelques jours aussi dans les galeries commerciales. Hier soir... Parce qu'on peut se faire harceler dans une galerie commerciale, effectivement. Les femmes se font harceler partout. Et il n'y a pas de lieu exactement. Et autre exemple, hier soir, par exemple, ici au Aprodurable, il y avait le Grand Prix de la marque engagée, où on est partenaire depuis maintenant 3 ans. Et notre directrice générale a remis un prix hier à... Je vous parle un peu du projet parce que je le trouve hyper bien. C'est le groupe DERE, donc c'est des transporteurs, donc on est sur un monde ultra masculin, qui soutiennent une asso qui s'appelle les Règles élémentaires, qui lutte contre la précarité menstruelle. Et en fait, ils ont mis à disposition leur flotte de camions pour pouvoir distribuer partout en France du coup, les serviettes hygiéniques qui sont distribuées à ces plus de 4 millions de femmes qui sont dans la précarité. Donc en fait, c'est génial. Et je peux vous dire que je pense que les discussions vont commencer dès la semaine prochaine parce qu'en fait, c'est un écosystème qu'on a aussi envie de pousser. Et je sais que je suis longue. Et pour terminer... Allez. Ça va encore. Juste pour l'interne, pour nous, c'est aussi ultra important parce que on a un comité donc RSE où on a des responsables de chaque département qui viennent représenter. On se réunit régulièrement pour regarder un peu les avancées. Mais c'est aussi des managers de départements qui ont dans leur feuille de route des objectifs RSE, donc qui changent la donne quand vous avez un manager qui est impliqué. Et aussi, ça va, si on le fait pour les marques, pourquoi est-ce que le relais, on ne le fait pas aussi pour nos collaborateurs? Et moi, je suis hyper contente quand j'ai une collaboratrice qui vient me voir, qui me dit « Ouais, je fais du badminton, tu sais quoi ils organisent une petite démo à l'hôpital pour enfants à Lille. » Mais go,
vas-y, engage-toi. Et donc, le fait d'avoir aussi un peu de temps, on accorde une journée aux collaborateurs pour dédier de leur temps à ce qu'ils veulent, au projet qu'ils veulent, ça, on pense que ça contribue aussi à l'épanouissement des salariés. J'adore l'idée du partenariat entre règles élémentaires et un transporteur, de mettre deux mondes comme ça, qui semblent si différents exactement. Au sein d'un même projet. Même question sur un bénéfice pour l'entreprise dans ce chemin vers la communication responsable. Ouais, alors, à la Maïf, on est convaincu que les sujets d'engagement créent de la performance et génèrent même de la performance économique. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on pense que ça a un intérêt vis-à-vis de nos sociétaires. Mais le principal sujet, c'est un sujet d'alignement. Alors, parler de l'interne, ce serait hyper bizarre qu'on ait un assureur militant engagé dans tous les métiers et que la communication aille faire des tournages aux Seychelles. Donc voilà. Et on a de la chance aussi, les équipes, notamment de la communication, sont hyper engagées. Et dans un moment de tension quand même sur le marché de l'emploi, le fait de pouvoir leur donner un terrain de jeu, d'expression, de prise d'initiative, quand on a décidé d'arrêter les goodies, ça remonte à il y a longtemps, c'était il y a 5-6 ans, et c'était issu des séquences de brainstorming sur comment on fait pour être en amélioration continue, et c'est venu de quelqu'un qui pourtant était en charge du sponsoring sportif, qui est quand même un domaine qui consomme énormément de goodies. Après, il y a eu tout un enchaînement qui nous a amené à prendre la décision, mais en fait, cette capacité à proposer et à être chacun a des engagements par ailleurs. Moi, j'ai plein de gens, ils font partie de la LPO, des comités jardins, tout le monde, des gens qui sont très engagés à titre individuel. Le fait que l'entreprise propose un espace où la parole est ouverte et on sait qu'on a tous la possibilité d'inventer ce qui sera nos métiers de demain aussi, et notre métier dans la dimension à la fois sociétale et préoccupations environnementales. Le champ est ouvert et du coup ça c'est un élément de motivation. Et puis à la fin des fins, la communication reste quelque chose d'assez modélisant puisqu'on est extrêmement visible. Donc si la direction de la communication ne porte pas ces engagements d'inclusion, de diversité, d'engagement sociétal et de préoccupation environnementale, derrière il va manquer un gros pan pour l'entreprise et ça vaut pour l'ensemble des collaborateurs. C'est bien parce que c'est une belle conclusion par rapport au titre, liaison entre RSE et communication, clé pour l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les trois. On va prendre des questions de la salle. On a une dizaine de minutes, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si c'est moi qui dois me déplacer. On va dire que oui. Alors, bonjour, merci beaucoup pour toutes vos informations. Moi, je m'intéressais, on parle beaucoup d'impact, de la communication. Comment vous mesurez-vous le succès de vos campagnes ESG et est-ce que vous observez des différences entre vos campagnes ESG et non ESG en termes d'engagement notamment, et grosso modo, est-ce que l'ESG intéresse le grand public? Voilà, merci beaucoup. On ne fait pas l'exercice comme ça parce que nous, chez L'Oréal, en fait, quand on fait... Comment vous expliquer? Quand on fait la promotion de nos produits, désormais, en fait, on a quand même, je dirais, une énorme majorité de ce qu'on promeut en com sont des produits éco-conçus, en fait. Donc, je peux pas vous dire... On ne promeut pas de produits qui ne sont pas éco-conçus. Donc, je ne peux pas faire l'exercice, en fait. Je suis désolée, là, ça, je ne peux pas le faire. En revanche, peut-être, l'élément de réponse que je peux vous donner, c'est qu'on ne regarde pas les mêmes choses quand on fait de la communication corporate sur les engagements de L'Oréal Group. On ne mesure pas la même chose que quand on est sur de la pub produit pour une marque comme Lancôme ou comme Garnier ou L'Oréal Paris. Et ce qu'on mesure notamment sur nos campagnes plus corporate, c'est vraiment l'évolution de la réputation du groupe. Et ce qu'on voit, parce que ça fait 3 ans qu'on communique beaucoup sur les engagements du groupe L'Oréal, sur notre outil industriel, sur notre manière de gérer l'éco-conception de nos emballages, sur la promotion des métiers qu'on appelle chez nous de la green science, qui est maintenant la nouvelle manière dont on travaille en recherche et innovation. Oui, on voit les items qui sont les items ESG progresser. Mais c'est très long. Ouais, et moi, juste pour un chiffre qui me vient là aussi encore de Sustainable Brands, nous, il y a 66% des Français qui nous disent avoir consommé de manière plus responsable sur les 6 derniers mois. Et ça, c'est un chiffre qui est en augmentation de 10 points versus il y a 2 ans.
Donc, in fine, je pense que c'est quand même des sujets qui intéressent, alors peut-être pas tout le monde, mais oui, je pense qu'il y a un réel impact dans ce qui est communiqué. Ouais, avec l'inflation qui est passée par là et qui a peut-être pris le pas sur... Ouais, bah ça, c'est un vrai sujet, effectivement, aussi, dans la manière dont on va essayer d'engager le consommateur final. C'est comment on travaille sur tout ce sujet des co-bénéfices, en fait. Parce que le bénéfice planète, en fait, il met en mouvement une toute petite partie de la population française, en fait, pour engager le plus grand nombre. Et c'est là où les stratégies de com aussi peuvent être hyper aidantes. C'est qu'il faut aller chercher d'autres bénéfices, en fait, pour le reste de la population française. Et dans, effectivement, le moment que nous sommes en train de vivre, le bénéfice économique est évidemment un driver majeur. Cécile, et après on va prendre... Oui, je reviens effectivement le sujet de la communication corporate. On va pas le compter. Je vais prendre un exemple. Là, la page la plus vue sur notre site corporate, c'est l'appel à projet pour le Fonds Maïf pour le Vivant. Donc on voit qu'il y a quand même un niveau d'engagement hyper élevé. Et après, sur la pub, j'ai presque envie de dire c'est la magie de notre métier. La magie de la communication et de la création. En fait, quel que soit le sujet, c'est la forme qui va créer ce taux d'engagement, ce niveau d'engagement. On pourrait parler d'objets drôles sous une forme extrêmement ardue, et là, il ne se passerait rien. Et en fait, c'est ce qu'on disait, là, c'est les bénéfices de pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois 2 questions, on va essayer de prendre les 2 questions. Bonjour, merci à toutes et tous pour cet échange. J'avais une question qui était plus relative à l'influence sur ces sujets RSE. Déjà, quels sont un petit peu les critères de sélection, de casting des différents influenceurs de votre côté? Et par la suite, c'est comment arrivez-vous à véritablement engager ces influenceurs dans cette prise de parole pour que ça soit peut-être quelque chose qui soit plus long-termiste que juste un one-shot sur une campagne très spécifique. Voilà. Oui, alors nous, effectivement, on a un certain nombre de critères assez étendus. Les premiers, ça va être une recherche approfondie, évidemment, sur la personne en tant que telle, question de réputation. On va au-delà, on va vraiment regarder ce qu'ils produisent comme contenu pour s'assurer que le fond et ce dont ils vont parler est complètement aligné avec ce que nous, on porte. On ne va pas chercher les méga influenceurs, on va plutôt chercher des micros. J'évoquais tout à l'heure les enseignants, ça marche aussi. On avait fait aussi une campagne avec Bilal Hassani sur le sujet du harcèlement autour de son propre témoignage. Voilà, donc en fait, on s'assure vraiment qu'il y a cet alignement. Il y a beaucoup de discussions aussi qui s'effectuent pour voir si les personnes qu'on contacte, elles sont d'abord d'accord pour porter des sujets relatifs à la Maïf. Tout le monde n'est pas fan d'assurance, donc il faut bien qu'on ait un terrain d'entente et qu'il y ait une forme d'enthousiasme de part et d'autre pour défendre les causes auxquelles on est attaché. Et après, sur la durée, c'est vrai que c'est plus ponctuel. En général, les contrats, on passe aussi par leurs agents qui donc déterminent, voilà, ce qui ne nous empêche pas toujours de garder des bonnes relations. On a par exemple des relations, on a travaillé pour nos pubs avec des humoristes, des chroniqueurs radio, à qui on va pouvoir refaire appel. Normalement, il y a eu le festival So Good Maïf à Marseille, où du coup, on a rappelé Shirley Soignon, qui faisait partie des gens avec qui on peut travailler en publicité, ce qui témoigne effectivement d'une forme d'écosystème autour de sujets engagés, autour de l'impact, et avec une vision partagée qui nous va bien. Alors nous, on démarre vraiment sur le défrichage de ce que ça veut dire influence responsable chez nous. Le step 1, peut-être même un step 0, c'est que nous, on s'assure que tous les influenceurs avec lesquels on travaille sont signataires de la charte influence responsable de la RPP. Et le deuxième niveau aujourd'hui, c'est de se dire plutôt comment nous, on peut se mettre à leur service pour les aider justement à décrypter, à raconter un peu à leur communauté en quoi ce produit est éco-conçu, comment je l'utilise, quels sont essayer de lever les barrières à l'usage justement. Et ça, c'est beaucoup de temps. Donc, on ne le fait pas avec tous nos influenceurs, on en fait avec certains. Et puis, on est en train aussi de démarrer des discussions avec des influenceurs plus engagés. Donc là, on découvre un nouveau territoire pour nous. C'est qu'on sort de l'influence beauté et on va voir des influenceurs qui sont, eux, engagés, mais parfois, je dirais, idéologiquement, politiquement, économiquement. Parfois, il y en a certains qui sont même déjà chroniqueurs ou journalistes. Et là, on a entamé une discussion. Voilà, on est au tout début, on a discuté ensemble.
Ce sont des discussions assez confrontantes, mais hyper intéressantes pour nous, parce qu'on voit effectivement sur quoi nous sommes attendus, sur quoi il y a encore aussi de fausses croyances sur ce qu'est L'Oréal, ce que fait L'Oréal, comment le fait L'Oréal. Donc voilà, on en est juste là. Il y avait une dernière question. Oui. Bonjour, merci du coup pour vos partages. Donc moi je suis Emma Garnier, je travaille pour l'association Dons Solidaires, donc je le précise pour ma question. On a beaucoup parlé de vos engagements, des changements profonds que vous avez opérés dans vos entreprises, comme la Maïf avec la carrosserie de seconde main, etc. Pareil pour L'Oréal, déjà bravo parce que c'est des vrais engagements et c'est super chouette. Et moi je me demandais comment, j'imagine que vous vous engagez aussi avec des associations, en soutenant des programmes, en soutenant des causes. Comment est-ce que vous les intégrez dans votre communication? Comment est-ce que est-ce que vous leur donnez la part belle aussi finalement dans votre communication? Comment est-ce qu'on peut créer un vrai lien de partenariat? Nous aujourd'hui, c'est un de nos sujets chez Dons Solidaires. On est une association qui travaille beaucoup avec les entreprises. Et c'est un sujet de savoir comment est-ce qu'on peut valoriser les actions de nos entreprises et comment est-ce qu'elles veulent qu'on les valorise pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente. Ok, très vite. Donc nous, effectivement, on a tout un tissu d'ONG avec lesquels on travaille très régulièrement dans la lutte contre la précarité, notamment dans la lutte contre la précarité hygiénique qui, effectivement, a explosé ces dernières années. On a un grand partenaire qui est Emmaüs, avec qui on a créé des espaces dédiés à l'accueil de leurs bénéficiaires dans 4 de leurs centres d'accueil où on leur propose des soins de beauté et de repartir avec des produits. On travaille aussi beaucoup avec les apprentis d'Auteuil sur la promotion des métiers de la coiffure. Donc, en fait, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Pour vous donner un premier élément de réponse qui n'est pas satisfaisant, mais bon, c'est qu'on est assez contraint en fait, par la relation qu'on a, qui est une relation basée sur le mécénat et qui contraint beaucoup la communication derrière, en fait, et à juste titre d'ailleurs. Donc c'est pour ça en fait que vous nous entendez pas trop sur ces sujets-là. Ça va être plutôt des prises de parole, nom de code sur LinkedIn, que vraiment de la pub, quoi. Après, si c'est ce dont les ONG ont besoin aujourd'hui, parlons-en, parce qu'il faut peut-être retourner voir les pouvoirs publics, quoi. Mais là aujourd'hui, on est très contraint par cette structure du mécénat, en fait. Est-ce que, assez rapidement, ouais. Oui, en fait, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un lien avec le métier. Je vais prendre un exemple. Nous, on travaille avec France Active. France Active finance un certain nombre d'associations, etc. Et en fait, on a fait le lien avec l'épargne que nous confient nos sociétaires. Et dans ce cadre-là, alors, on ne va pas faire de publicité, on va travailler sur de la création de contenu. Et là, l'apport des associations est majeur, mais il faut effectivement que ça sorte du mécénat et qu'on rentre dans une chaîne de valeur qui soit créée au profit des épargnants et évidemment au profit des territoires, des bénéficiaires des associations. Et à ce moment-là, ça peut donner un sens finalement à un acte aussi simple que de consommation qui est souscrit à une assurance vie, par exemple. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était passionnant, vraiment. Merci à vous tous d'être restés, merci.